Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Bienvenue à tous sur Kavi Média, le média du développement. Vous nous écoutez via la 89.5. Merci de votre fidélité. Vous nous regardez sur le canal 500 sur StarTime. Vous êtes sur Kavi TV. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, groupe Kavi Média, ou nous regarder sur notre site d'information que je vous recommande vivement, siaminfo.com. Vous êtes dans le scanner, votre émission de débat constructif qui vous parvient chaque jour de lundi au vendredi quand il est 9h ici à Conakry. Au menu de ce lundi 16 octobre 2023, le ciel se dégage dans la crise qui minait le secteur éducatif guinéen. Après des mois de tractation, les négociations entre les autorités gouvernementales et les anciens contractuels qui avaient décidé de bouder les salles de classe pour réclamer le paiement intégral de leur arriéré de salaire et leur intégration dans les effectifs de la fonction publique. Une issue heureuse a enfin été trouvée lors d'une rencontre vendredi à Conakry. Les anciens contractuels ont décidé de renoncer à leur arriéré de salaire si et seulement si le gouvernement procède à leur engagement à la fonction publique. Une décision salvatrice des anciens contractuels quand on sait l'incapacité du gouvernement à débourser 400 milliards de francs guinéens dans un temps record pour payer ces dettes. Pas que le manque d'enseignants à l'intérieur du pays en est un facteur qui allait affecter l'année scolaire. Décision patriotique ou coopération gagnant-gagnant, nous décryptons les contours de cette crise aiguë. Comme un miracle, Ousmane Sonko risque de revenir dans la course après sa radiation des listes électorales du Sénégal. L'opposant troubleur de sommeil de Macky Sall a bénéficié de la décision de la dernière chance du tribunal qui a déclaré, je cite, nulle la radiation de M. Ousmane Sonko des listes électorales et ordonné son rétablissement, ce qui devrait avoir effet immédiat. Fin de citation. Pour celui qui a été dans un premier temps déclaré coupable le 1er juin de débauche de mineurs est condamné à 2 ans de prison ferme, puis écroué, fangillé sous d'autres chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Ousmane Sonko joue-t-il sa dernière carte? Nous rechassons cette saga politico-judiciaire dans un instant. Et dans la dernière partie de cette émission, nous parlerons de la gestion de la transition, comment dérouler les 10 étapes en mobilisant les 6 milliards de francs guinéens. Un glissement de calendrier serait-il un péché d'Israël? Nous poserons entre autres questions à notre invité prestige. Il est ancien député, président du parti UMP, Boubacar Sidi Diallo, sera avec nous en plateau dans les coups de 9h40. Avec lui, des sujets d'actualité seront passés au pays fin, sans langue de bois. Vous êtes dans le scanner, installez-vous confortablement. Tout à l'heure, nous lançons les hostilités. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Merci d'être fidèle à nos programmes et à cette émission, le scanner, comme vous le savez, chaque matin. C'est mon compagnon, à droite, l'ambassadeur de l'Axe, Akil Ali Badara. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs qui nous pratiquent à l'instant. On commence par ce bonus. On parle de la marche projetée par le SPPG pour la libération du site guinématin.com. C'est l'info du jour, il faut le dire. Déjà, on nous apprend à Kaloum que le centre administratif est déjà policiarisé et militarisé ou gendarmisé. J'écris les mots, je sais pourquoi je les utilise, Akila.
Oui, c'est quelque chose qui ne va pas d'ailleurs nous étonner parce que ce n'est pas une première que les gens soient aussi empêchés jusque dans leur dernier retranchement parce que l'on s'attendait à une marche pacifique aujourd'hui dans le centre administratif, mais sauf que très fort malheureusement, les autorités déjà en guise de soutien à leur ami qui est Ousmane Gawal Gallo ont finalement décidé de quadriller tous ces loués pour ne pas que les journalistes que nous sommes manifestent, mais cela ne va quand même pas nous empêcher. Il faut faire la différence, c'est une marche pacifique. C'est une marche pacifique, faut le rappeler. Mais vu que nous sommes dans un pays où la roublardise a pris le dessus de tout, c'est pourquoi aujourd'hui l'État n'a de moyens que pour quadriller, empêcher la tenue des manifestations, surtout quand il s'agit de la presse. On sait que les journalistes n'ont d'armes que leurs micros, les stylos, les plumes et même les journaux. Mais si aujourd'hui on a décidé de sortir, c'est parce que trop était devenu trop. Et Ousmane Gawal Gallo qui s'est senti comme le héros, plus que c'est les tombeurs d'Alpha Condé du 5 septembre, qui pense être le plus chouchou ou le chou gras de cette transition. En attendant d'avoir les preuves de ce qu'on l'accuse. Attention, vous savez pourquoi on l'accuse. Non, vous savez, on n'a pas besoin de preuves pour ça. Ousmane Gawal Gallo. Vous allez comprendre. Oui. Vous savez, il s'agit là de la presse. On l'accuse d'avoir, comment je peux dire ça, restreint l'accès à Guinée Matin. Mais pour le moment, aucune preuve n'a été brandie. Attention. Ousmane Gawal Gallo, on n'a pas besoin de preuves pour l'incriminer. Quand vous vous rappelez du brigandage des émetteurs de la radio Love FM et Sabari FM. C'était le cas Sabari et Love. Voilà. On parle du cas Guinée Matin. Non, déjà, il n'y a pas de preuve pour le moment. Il a aussi botté en touche ces accusations. Et par enquête en enquête, on s'est rendu compte que les émetteurs de Sabari se trouvaient à l'ARPT, au 4e. Les gens ont dit que c'était lui en personne et finalement ce qui n'a jusque-là pas été prouvé. Ça a été prouvé. Non. Si, ça a été prouvé. Vous savez, il y a un problème. Il n'y a pas eu de photos, il n'y a pas eu de vidéos, il n'y a pas eu de témoins oculaires. Attention, c'est ce qu'on appelle prouvé. Quand vous appelez le DG de l'ARPT ou le DGA de l'ARPT, vous comprendrez avec moi que ça a été prouvé. Mais est-ce qu'il a dit officiellement le problème est que la vérité. Le problème est que quand on vous dit de montrer un gouvernement qui a pour étendeur de mensonges, bien sûr, qui a pour porte-parole étendeur de mensonges et qui gémit dans la haine, c'est Ousmane. Non, surtout vis-à-vis. Non, surtout vis-à-vis. On va pas utiliser de haine là, parce que écoute, tout ce qu'on est en train de dire là, ce sont des suspicions. Moi, je les mets dans ce cadre parce qu'il n'y a pas de preuve. Attention, en matière de justice, on est très clair là-dessus. C'est vrai, je reste là-dessus. Cette présomption d'innocence, il faut la respecter à qui là. En tant que journaliste, c'est important. Aujourd'hui, nous sommes tous écœurés, nous sommes touchés dans notre dignité quand on apprend qu'un site d'information a été bloqué ou il y a une restriction autour d'un site d'information et que c'était le ministre de la République qui s'attelait à cela. On a suivi l'actualité. Le ministre Ousmane Gawal Gallo l'a dit et l'a redit qu'il n'est pas l'auteur. C'est vrai, peut-être, on peut le croire sur parole. Mais en attendant, tant que nous n'avons pas de preuves pour brandir, on dira à Ousmane Gawal Gallo, s'il sent qu'il n'est pas coupable et qu'il pense qu'il y a une diffamation, de porter plainte. Le SPPG l'a dit. Mais aujourd'hui, d'arrache-pied, tu ne peux pas quand même dire dans ce studio, affirmer qu'il est l'auteur parce que. Attention, il ne faut pas qu'on se mette à caricaturer les gens parce que tout simplement, ils ont eu un passé peu reluisant. Ce n'est pas comme ça, il faut juger les gens. Nous parlons là de droit. Le droit lui permet d'avoir cette présomption d'innocence. Pour le moment, Ousmane Gawal Gallo est innocent. Pour le moment. En attendant, si vous voyez que le SPPG comment je peux dire ça, appuie sur là où ça fait mal sur la plaie, parce que le SPPG estime qu'il a des preuves, mais il garde ces preuves en attendant. Donc nous, journalistes qui sont dans ce studio, nous n'avons pas ces preuves, donc nous ne pouvons pas en aucun cas
affirmé que Ousmane Gawal Diallo en est l'auteur. Jusqu'à preuve du contraire, je dis bien. Donc cette présomption d'innocence, je ne vais pas te laisser aller. Il faudrait qu'on respecte cette présomption d'innocence. Qu'il soit ministre de la République, qu'il soit un simple citoyen, nous avons les mêmes droits. Et cette présomption d'innocence est un droit qui lui est absolu. Donc il faut respecter ce droit qu'il a. Je ne peux pas te laisser dire ici ce qui n'est pas fait. Attention. Merci. Je le disais tantôt que cet homme, je ne le crois pas et je ne le croirai jamais. J'accepte ton opinion. Voilà. Là, j'accepte ton opinion. Et pire, quand on parle d'Ousmane Gawal Diallo, on sait déjà qui il est. On sait déjà qui il est. Combien de fois, au temps d'Alpha Condé, mais qu'est-ce qu'on peut nous imposer à la presse? Qu'est-ce qu'on peut imposer à cette presse indépendante? Pendant qu'on libérait les ondes dans ce pays, pendant que les doyens Yacine Gallo et si se battaient pour la L002, Ousmane Gawal n'était qu'un écolier. Ce n'était qu'un simple jeune à l'époque. Et aujourd'hui, si on va nous parler de présomption, d'innocence, je ne sais de quoi, moi je reste droit dans mes bottes. Jusqu'à preuve du contraire. Cet homme n'a aucune preuve. D'ailleurs, on sait comment il a l'habitude de le faire. En fait, aucun violeur de tous les droits et principes fondamentaux de cette République ne peut nous imposer son dictat. Bien. Il faut que la presse marche. Et puis, ce n'est d'ailleurs pas Ousmane Gawal, c'est le gouvernement Bernard Gomou, c'est le président de la transition en guise de soutien à un homme appelé Ousmane Gawal Diallo qui déclare la guerre à la presse. Non. Oui, non, sérieux. Car on nous empêche de marcher. Ce comportement peu flatteur et libérateur. Ils n'ont pas d'abord empêché. Non, attention. Si vous regardez, j'ai suivi la vidéo. Ça n'a pas d'abord été empêché. J'ai suivi il faut pas arrêter de jouer avec les mots. J'ai suivi la vidéo de notre confrère Abdoul Latif. Oui. Ça a tout l'air. C'est un empêchement. Non, sérieux. L'air et empêcher. C'est un empêchement. Combien de pick-up? D'ailleurs, ils sont habitués. Le fait de cadrer une marche est un empêchement. C'est les lieux qui sont quadrillés. Non, sérieux, ça prouve à suffisance qu'on ne nous laisse. Non, ça prouve à suffisance. Ça prouve à suffisance qu'on ne nous laissera pas marcher. Si il y a des pick-up de gendarmes, de police, mais la route elle est barricadée par des gendarmes. Si vous regardez, non, sérieux, parce que vous n'avez pas encore. Bien dit. Non, moi j'ai vu les images. Parce que peut-être que tu n'as pas suivi tout à l'heure le direct de Latif, la régie peut en témoigner. S'il regarde les vidéos, ça prouve à suffisance qu'on ne nous laissera pas marcher. Mais nous le disons. Mais pour le moment, c'est pas fait. Nous le ça a tout l'air. Est-ce que pour le moment, c'est fait? Je vais juste comprendre. Il faut qu'on sorte un peu de ces acrobaties. Ce qui reste clair, ils ne nous laisseront pas marcher. En attendant, mais pour le moment, ce n'est pas arrivé. Et patatras, pour vous dire à suffisance. Et d'ailleurs, c'est le gouvernement qui déclare la guerre à la presse guinéenne. Bien. Si on nous empêche de marcher parce qu'un ministre est cité dans une restriction aussi qui a eu pour comportement peu flatteur et liberticide vis-à-vis envers nos confrères, il faut qu'on le dénonce. Il faut que ce ministre soit démasqué. Il y a aussi d'autres moyens, il faut le dire, parce qu'il faut être quand même très juste à ce propos. Les médias, nous avons quand même des canaux de communication. On peut aussi, à défaut de la marche, brandir les preuves qui stipulent que c'est Ousmane Gawal Diallo, effectivement, qui a procédé à cette restriction. S'il se sent accusé, non, laisse-moi aller. S'il se sent accusé, qu'il porte plainte. S'il n'a pas déjà, il y a toutes les preuves contre l'homme. Du côté des médias, sérieux? Du côté des médias, on peut procéder à des éléments de reportage. Non, on attend qu'il porte plainte. Non, sérieux. Attends, tu parles comme un journaliste, tu parles comme le SPPJ. On attend. Non, je comprends pas. Ça, il s'agit de la presse. Ok, alors souffre de ils ne vont pas. Non. Les auditeurs et téléspectateurs puissent comprendre. Ils ne vont pas nous servir de cadavres ambulants. Il s'agit de notre corporation. Quand il s'agit de la dignité de cette presse, il faut la défendre. Bien. À un moment donné, qu'on se fasse respecter dans ce pays. Nous avons soutenu le 5 septembre. Nous avons soutenu, le 5 septembre. tout le peuple de Guinée parce qu'il y avait espoir.
au-dessus de la mêlée. Aujourd'hui, nous regrettons. Et nous regrettons le départ d'Alpha Condé. Parce que, oui, jamais dans ce pays, on a imposé cette roublardise à la presse guinéenne. Qu'on se respecte. On doit aller revoir les publications du Aquila. C'est pourquoi il faut faire très attention à ce qu'on dit. C'est très important parce que la parole ne se rattrape jamais. Allez, c'est lui qui l'a dit, pas moi. Et s'il regrette le départ d'Alpha Condé, le palais Mohamed VI en est un lieu bien indiqué pour aller le dire et le réitérer. Et si on parle de cet autre sujet, le ciel se dégage dans la crise qui minait le secteur éducatif guinéen avec des anciens contractuels qui font pour une nouvelle fois un sacrifice de trop. Un sacrifice de trop parce qu'il faut le dire, ces anciens ont une fois, après toutes ces tractations, ont accepté de, comment je peux dire ça, de renoncer à leur arriéré de salaire, de primes, pour leur engagement à la fonction publique. Une nouvelle confiance portée au gouvernement. C'est salvateur. C'est salvateur et ça attriste. Puisque quand je suis vu la sortie de leur coordinateur, j'ai compris que le sacrifice, il était de trop. Si le gouvernement pouvait jouer l'humain de ce côté, je crois bien ils doivent s'atteler, ils doivent accepter cette proposition. Laisser les arriérés, les primes même de classe, pour être intégrés à la fonction publique, le gouvernement doit accepter cela. On ne le dit pas assez, mais les enseignants contractuels, ils souffrent. Ils souffrent beaucoup. Et pour ne pas que l'omerta s'impose, il faut que le gouvernement ait aussi le courage, que le gouvernement ait l'élégance d'accepter et de répondre à cet appel des enseignants contractuels. Parce que déjà, ils prouvent à suffisance qu'ils sont des fils dignes de la République. Des patriotes. Des patriotes s'il le faut. Parce que mettre de côté, éjecter toute autre proposition qui est d'ailleurs le paiement de ces arriérés, mais également de leurs primes pour qu'ils soient intégrés à la fonction publique, ils sont en train aujourd'hui de tout faire à bord pour que le gouvernement ait le courage, ait une preuve de réticence pour qu'au moins on discute leur intégration à la fonction publique. Le gouvernement, le président de la transition, le ministre de l'éducation, le ministre même de la primature, pour ne pas dire le locataire de la primature, Bernard Gomou, ils doivent accepter. Ils doivent accepter, ils doivent venir vers les enseignants contractuels. Beaucoup ont perdu leur vie dans ce combat. D'autres ont perdu leur foyer dans ce combat. Les hommes, d'autres même, leurs femmes sont partis parce qu'ils n'arrivaient plus à payer le loyer, ils n'arrivaient plus à payer la dépense, même la scolarité de leurs enfants. C'est ce qui est d'ailleurs dommage. Et pour éviter ces causes dommageables, il faut que le gouvernement ait un sens très élevé d'écoute, que le gouvernement accepte de coopérer. À force de coopérer, ça aide les enseignants contractuels, mais ça aide aussi la République. Parce qu'aujourd'hui, les salles de classe sont vides presque de par les enseignants contractuels. Et si on continue dans ça, déjà qu'ils sont approchés encore une fois par les structures syndicales, mais sérieux, le gouvernement doit accepter. Parce qu'à force d'accepter, c'est éviter le front commun des structures syndicales dans ce pays. Est-ce que ce n'est pas encore un nouveau test pour ce gouvernement? Parce que quand même, nous avons assisté à la sortie médiatique il y a quelques semaines du Premier ministre chef du gouvernement qui avait quand même promis que de façon échelonnée, ces anciens contractuels allaient entrer en possession de leur arriéré, ce qui n'a pas été fait. Et l'autre fois, on était là avec notre invité, Vali Condé, qui nous a appris, qui a insisté même, qui a des preuves palpable et tangible, qui parlait d'un montant de 400 milliards que ne pouvait pas débourser le gouvernement dans un temps record parce que tout simplement la loi de finances rectificative a été promulguée par le président de la transition et dans cette loi de finances rectificative, les 2 milliards, comment je peux dire ça, les 2 milliards de financement pour du budget pour le ministère de l'enseignement préuniversitaire, le MEPUA, a été débloqué, mais sur les 2 milliards, 1,6 milliard devait aller dans les infrastructures et autres, les 400 milliards devaient rester pour les dépenses courantes.
Maintenant, est-ce qu'on devait prendre les 400 milliards payer les anciens contractuels? Le fonctionnement du ministère allait s'arrêter. Donc, quoi qu'on fasse, c'était impossible pour le gouvernement de pouvoir payer ces arriérés de salaire, de primes et autres, parce que le gouvernement en était conscient que ce n'était pas facile. Et la transition, c'est pour combien d'années? Bientôt la transition, on tend vers la fin de cette transition, si on devait respecter le chronogramme établi par la CEDEAO. Donc voici entre autres problèmes qui se posaient. Voici ce qui minait même cette crise, et parce que, il faut le dire, Mamadi Doumbouya a aussi hérité de ce problème, où le gouvernement de la transition a hérité de ce problème, parce que le problème de ces anciens contractuels n'a pas démarré hier, ni pendant cette transition, c'était sous Alpha. Sous Alpha, nous avons vu cette tractation. Aujourd'hui, on est toujours dans cette crise parce que tout simplement, nous estimons qu'il y a un problème de ce côté. Donc, il faudrait que le gouvernement puisse avoir raison gardée. Le gouvernement doit se battre de ce côté pour pouvoir ne serait-ce que satisfaire la moitié des revendications de ces anciens contractuels. Mais il y a un autre problème qui se pose à Kidali Badara. En matière de droit, en matière de questions, des textes de loi en République de Guinée, il y a quelque chose à noter. Est-ce qu'on peut intégrer aussi un ancien contractuel sans passer par un concours? Là aussi, il y a problème. C'est vrai qu'on veut défendre ces anciens contractuels, mais d'autre part, s'il y a cette exception, ça veut dire que demain, d'autres anciens contractuels peuvent réclamer la même chose. Attention. Si on va reprocher à ces enseignants d'avoir des niveaux aussi bas que l'on l'imagine, et si on leur demande de faire des textes pour qu'ils soient intégrés à la fonction publique, je m'en vais directement demander aussi au colonel Mamadi Doumbouya de faire en sorte que ces ministres soient testés, parce que si ça s'avère que des enseignants se retrouveront dans ce lot, comme quoi ils n'ont pas aussi ce background, vous n'êtes pas sans savoir. Et d'ailleurs, croyez-moi que beaucoup de ministres devraient aussi se retrouver sur la même liste que ces enseignants contractuels. Ah bon? Oui, au niveau de tests. Mettons ça de côté. Non, sérieux. Tu es en train d'aller de travers là. Moi, non, je ne suis pas en train d'aller... Tu peux comparer... Attention. Le ministre est nommé par décret présidentiel là. Non, on n'est pas dans... non, il faut organiser le débat. J'organise bien. Le ministre est nommé... Non, attention, j'ai fait juste une comparaison. Là, il n'y a pas de comparaison. Non, c'est une comparaison. L'ancien contractuel n'est pas nommé par décret présidentiel là, mon frère. Vous allez comprendre. Attention, mais c'est un décret quand même. C'est un décret qui parle de leur intégration à la fonction publique. Mon Dieu. Sérieux. Tu ne comprends rien au fonctionnement de l'administration. Je comprends bien. C'est le ministère du Travail et de la fonction publique. C'est juste une comparaison. C'est juste une comparaison que j'ai à faire. Parce que vous oubliez, lors de la synergie, pendant 2 ans de gestion, 2 ans de gestion, un ministre nous a dit ici qu'il est en train de faire l'état des lieux. C'est possible. C'est lui qui l'a dit. Voilà. Il faut l'incriminer. Ça prouve à suffisance. Ça prouve à suffisance déjà que ce que je dis est très important, parce que les enseignants contractuels, pendant que ce ministre se retrouvait dans son bureau, ces enseignants se battaient. Ils battaient le pavé pour aujourd'hui dispenser les cours. On sait que parmi des arachides, il y a tant d'autres arachides qui ne sont pas aussi délicieux comme on l'imagine, mais il faut revoir le cas de ces enseignants contractuels. En tout cas, si l'humanisme portait haut le flambeau dans cette administration, on pouvait penser au cas de ces enseignants contractuels, parce que beaucoup ont perdu leur foyer, d'autres leur mari, d'autres même leurs femmes, pourquoi pas leurs enfants, qui sont aujourd'hui c'est un sacrifice de trop, tout le monde le reconnaît. Exactement. C'est juste des questions qu'on a soulevées. Exactement. Et si aujourd'hui on permet l'intégration sans passer par un concours de ces anciens contractuels, est-ce que ça ne va pas nous rattraper aussi à l'avenir? C'est ce qu'on pose comme débat, parce qu'il faut regarder le contour, tout le contour de ce problème. Il ne faudrait pas juste penser au sacrifice de trop, mais aussi il faut penser à l'erreur que peut commettre le gouvernement de la transition. C'est très important. Tu vas me laisser introduire Yaya, parce qu'il est venu un peu en catastrophe, il faut le dire, avec les embouteillages de Conakry. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. J'espère que Conakry, tu commences à t'y habituer. Ouais. tu commences à t'y habituer. Bienvenue en Haute-Banlieue. On commence à comprendre les uns les autres. Bienvenue en Haute-Banlieue. Oui,
parlant de cette actualité, on parle de la crise au sein de l'éducation. On a même nommé cela un sacrifice de trop pour les enseignants contractuels. Aujourd'hui, si nous devons regarder les différents pans de cette crise qui reste aiguë, est-ce qu'on peut dire que c'est une sortie de crise heureuse et pour le gouvernement et pour les enseignants contractuels, ou craindre le pire pour l'avenir? Parce que si on intègre ces enseignants contractuels sans passer par un concours, demain, d'autres peuvent en demander. Bien avant qu'on en arrive là, d'abord, moi, j'estime qu'il y a une grosse arnaque qui s'opère là. Permettez-moi d'abord de dire que les anciens, contrairement, je suis très déçu de leur part parce que enseignant, qui dit enseignant, parle de l'intelligence. C'est un des éléments qui caractérise naturellement un enseignant. Je me suis rendu compte que j'ai lu tous les comptes rendus, que ce soit celui du coordinateur national des contracteurs, que ce soit celui du ministre de l'administration du territoire, mais je me suis rendu compte qu'il y a une véritable opposition dans leurs comptes rendus. Premièrement, d'abord, Mori parle d'une fonction publique locale, et pour les enseignants contractuels, ils font allusion à la fonction publique tout court. Donc il y a un véritable quoi qui s'annonce. Ils ne sont pas entendus. Et d'ailleurs, à l'issue de cette rencontre ou de ces rencontres, il n'est pas dit forcément que le gouvernement a accepté d'emblée. Puisque ce qu'il a dit ici, on va essayer de rendre compte à qui des droits, et comme ça on reviendra de part et d'autre, puisque les contractuels ont pris l'engagement de mettre ça, de matérialiser ça sur un papier, et à leur retour ils vont essayer d'écrire cela. Mais je crois que c'est une façon de calmer les ardeurs. Nous sommes à l'ouverture, mais croyez-moi, c'est une véritable arnaque, ça ne se réalisera pas. Parce que, premièrement d'abord, au niveau des enseignants contractuels... Tu es sceptique quant à la réalisation ou quant à l'aboutissement. Non, mais je suis dans un scepticisme absolu parce que, à mon avis, il n'y a pas là-dedans une volonté de le faire. Toujours est-il que le gouvernement s'inscrit dans ce qu'il qualifie, ce qu'on appelle des enseignants communautaires. Donc, d'où cette expression qu'on appelle fonction publique locale. Et comment est-ce qu'ils vont essayer de reprendre tout cela? J'estime que toujours est-il qu'aujourd'hui, les anciens contractuels sont assez avertis pour essayer encore une fois de mesurer l'ampleur de cette situation, d'en tirer les conséquences qui s'imposent. À mon avis, ce qu'il faut éviter, c'est qu'on ne peut pas aller jusqu'à un certain niveau que les anciens contractuels disent ici. Nous, on n'était pas informés, on nous a fait ci ou cela. C'est assez clair. Dès l'instant que le ministre Mori, dans son compte rendu, a fait allusion à une fonction publique, à mon avis, c'est maintenant qu'il faut essayer de mettre les choses au clair et de s'entendre sur l'essentiel. Maintenant, on verra très bien que, puisque au niveau des enseignants contractuels, je l'ai dit encore une fois, il y a véritablement là-dedans des enseignants qu'il faut complètement extirper du corps enseignant, parce que c'est des gens qui n'apportent absolument rien. Et d'ailleurs, c'est des gens qui contribuent à désapprendre nos élèves parce que ils n'ont ni le niveau académique, encore moins le niveau pédagogique. Donc, enseignement, c'est un métier. Donc, j'estime que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et là, puisque d'ailleurs, c'est un souci, c'est le cadet des soucis de ce gouvernement-là, malheureusement, encore une fois, j'aurais bien voulu qu'on essaie encore une fois de passer ce qu'on appelle une décantation pour qu'on essaie de savoir qui est enseignant, qui n'est pas. Vous l'avez enseigné, j'ai enseigné, vous savez. Permets-moi de t'interrompre parce que là, c'est très urgent du côté de Kaloum. La tension est montée d'un cran. Notre reporter Mariam Bouibari a été brutalisé, arrêté et conduit au commissariat central de Kaloum. Donc c'est pour informer en direct même la direction générale, parce que de ce côté, ça ne va du tout pas et nos matériels sont en jeu. Et là, ça devient carrément le pire qu'on voulait quand même éviter. Oui. C'est une marche pacifique. On ne peut pas quand même accepter que les journalistes soient brutalisés parce que tout simplement ils sont allés pour la couverture d'un événement. Je ne comprends pas cette attitude quand même des autorités de ce côté. Donc il faudrait alerter nos journalistes qui sont sur le terrain pour couvrir des manifestations. Je l'ai très bien dit, Akila le sait, je l'ai dit à l'entame ici, je l'ai dit à North avant qu'on commence cette émission. J'ai dit aujourd'hui c'est bien, mais il faut faire très attention parce que ce gouvernement, cette transition est allergique même à
aux dénonciations. Donc de ce côté, on va, après peut-être cette émission, on va se rendre à Kaloum où ils vont peut-être c'est ça. voir ce qui se passe. Non, moi je vais pas marcher. Attention, on n'a pas les mêmes objectifs. Je comprends. Je comprends que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Pour un constat, c'est important. Non, nous avons une consoeur qui est arrêtée. Mani Militari. Qui a été conduit par arrêté, attention. Alors, attention, Abdallah, je ne suis pas dans l'émotion. Là, il s'agit de la presse. Il faut te calmer. Il s'agit de la presse. Le technicien a levé le soutien parce que là, il s'agit de la presse. Et le régime Mamadi brutalisa les journalistes dans ce pays. C'est ça le problème. Bien. Il faut, allons-y à Kaloum. Si c'est pour nous arrêter aussi, qu'on nous arrête tous. Non, mais sérieux. On va se battre de ce côté pour qu'on libère les journalistes qui sont interpellés de ce côté. C'est une alerte que nous lançons à la HAC, à l'Ultergui, à toutes les associations de presse, parce que les journalistes qui sont avec leurs caméras, leur équipement, sont là pour une couverture. En aucun cas, on ne peut les confondre. On a quand même assisté à l'affaire Ganga ici dans ce pays où les journalistes ont été brutalisés, battus, d'autres blessés. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait? À un certain moment, il faut éviter l'émotion. C'est très important. On va se battre de ce côté et alerter les autorités, la HAC, notamment les associations de presse, que nos consoeurs, nos confrères sont conduits du côté du commissariat central de Kaloum. Parce que tout simplement, ils étaient en train de couvrir une marche pacifique du SPPG. Je ne sais pas pourquoi le CNRD aime créer des héros dans ce pays. Il faut se le dire. C'est pas une question de création d'héros. Ce n'est même pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. C'est le peuple de Guinée même. Le peuple de Guinée même avait transformé un faux héros en héros aujourd'hui. Donc si ce héros... On va éviter l'émotion. Je ne suis pas dans l'émotion. Vous m'imposez cette dictature, mais c'est important. Je suis dictateur. Tant qu'il faut aller dans le sens de la responsabilité journalistique, je suis dictateur. On va éviter l'émotion. C'est ça aussi qu'il a. Allez, on continue avec cette crise. Après l'émission, certainement, on va se rendre de ce côté pour qu'on libère nos confrères. C'est ce qui est très important. Moi, juste, je suis en train de dire que ça dénote encore une fois la faiblesse de ceux qui nous gouvernent. Quand on est faible, on fait usage à la force. Comment se fait-il que des journalistes qui n'ont pour arme que leurs caméras et leurs dictaphones, qu'on puisse mani militari, si ce n'est pas une arrestation, c'est un kidnapping alors. C'est pourquoi je ne voulais pas le mot arrestation, parce qu'il n'y a aucun acte officiel. Déjà, ils ne comprennent pas. En matière de droit, l'arrestation, c'est quand il y a un acte officiel. Bon, quand il n'y a pas d'acte officiel, ce n'est pas une arrestation. Attention, il faut merci, professeur en matière de droit. C'est l'expérience qui parle. C'est l'ami des iristes, donc c'est un peu cela. Pas d'arrestation, ça c'est un kidnapping. Allez, tout simplement. Un kidnapping ou un enlèvement. Directement, ça, il n'y a rien à dire. Donc, j'estime que, voyez-vous, que c'est des hommes faibles qui nous gouvernent, sinon on aurait dû éviter cela. Comment se fait que des journalistes comme ça, complètement désarmés, qu'on puisse prioriser la force et la violence sur des journalistes. Ça dénote encore une fois que nous sommes encore gouvernés par des gens qui sont sans foi ni loi, il faut le dire. Et c'est ça la vérité aujourd'hui. Et si ça continue comme ça, encore une fois, il faut que chacun, en ce qui lui concerne, puisse encore une fois prendre sa responsabilité. Parce que là, Mariambo Ibari, c'est notre reporter. Il n'y avait pas trop. Mais on aurait dû arrêter tout le monde sauf celle-ci. Oui, parce que je la connais. Mais elle ne représente aucun danger. C'est une femme, c'est une jeune dame. Deuxièmement aussi, quand vous voyez sa taille, mais c'est quelqu'un qui ne peut absolument rien faire du mal. Donc je ne pense pas qu'est-ce qui a pris ces gens-là, et qu'est-ce qu'ils ont pris ce matin pour s'en prendre à une telle pauvre jeune dame reporter. Donc c'est encore une fois regrettable. Si quand même, il faut le dire, si nos matériels sont endommagés ou bien la dame elle a eu un problème, on porte plainte. Parce qu'on parle de blessure. Elle est blessée. On parle de blessure d'une concert selon Dépêche Guinée. Et les agents ont utilisé les armes non conventionnelles. Ils ont tiré à bout portant le gaz sur les journalistes. Non, ça a été dit. Si elle est blessée, il faudrait que nous allons porter plainte. Parce que là, il n'y a rien à dire. Il faut se dire la vérité. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et de ce côté, il faut faire... Non, honnêtement, ce pays m'étonne. C'est tout. C'est des honnêtement, je n'aimerais pas considérer. Ça s'appelle des signes avant-coureurs. Ce qui est en train de s'opérer aujourd'hui,
Ça n'augure pas un lendemain. J'estime que, encore une fois, et on verra très bien les jours à venir qu'est-ce qui va se passer. C'est encore une fois regrettable et c'est dommage. D'accord. Allez, on va continuer avec cette crise avant de recevoir notre invité du jour, hein, parce que là, on a un chamboulement carrément des différents sujets. Ben, peut-être qu'on en viendra. J'ai le moral un peu très touché, hein, puisque suite à ce qui arrive du côté de Kaloum, il faut que ce gouvernement, à un certain moment, puisse quand même cerner le faux, en tout cas tirer le vrai du faux, parce que là, c'est tout est mélangé. Oui, parlant de cette crise dans le secteur éducatif. Je reprends l'assertion, les personnes ou les gens moins compétents doivent être classés là où ils risquent de causer moins de dégâts. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces genres de problèmes. Des gens moins vertueux et moins compétents aujourd'hui sont en train de prendre des décisions qui nous conduisent à l'abîme. C'est cela la vérité. Aujourd'hui, j'estime que toutes les conditions sont réunies pour que nous dirigions tout droit vers le cataclysme. On ne le souhaite pas. Ceci dit, il faut que les journalistes puissent prendre des responsabilités. Aujourd'hui, vous voyez très bien qu'avec toutes les démarches menées par le SPPG, il y a certains de nos confrères qui sont en connivence avec les autorités, oui, et qui sont en train de faire flèche de tout bois pour charcuter cette là. Donc c'est pour autant dire que le problème il est interne. Ouais. Il va falloir qu'on essaie encore une fois de balayer devant notre propre porte. On est apte à critiquer, à s'en prendre aux uns aux autres, mais j'estime qu'il faut laver les écrits d'Ozias à notre niveau. C'est important. Attention, il ne faudrait pas brutaliser la presse, parce que la presse est le quatrième pouvoir. Il faut faire très attention à nos différents gestes, nos actes que nous faisons. Nous sommes dans une transition. Ce pays est le nôtre. Il faudrait avoir raison gardée. C'est la Guinée. C'est notre paradis. Tout à l'heure, nous recevons notre invité du jour. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Merci de nous retrouver sur groupe Kavi Média si vous êtes sur Facebook. Merci de nous regarder sur le canal 500 si vous avez StarTime chez vous. Vous êtes sur Kavi TV. Si vous nous écoutez, vous êtes forcément sur la 89.5 Kavi FM, le média du développement. Vous êtes toujours dans le scanner, dans cette deuxième et dernière partie. Avant, on va aller avec la réaction de nos différents internautes. Salut Kavi Média, WB Abdoulaye. Je suis sidéré de voir la presse privée guinéenne dans cette désemparé. Au fait, le CNRD a atteint le comble de la dictature dans notre pays. Je salue de passage mon cher frère Akil, l'ambassadeur de l'Axe. Que Dieu veille sur vous, Amine. Que Dieu veille sur la presse guinéenne pendant cette période de transition. Il est déjà installé confortablement dans ce studio. On parle de gestion de la transition, comment dérouler les 10 étapes en mobilisant les 6 000 milliards de francs guinéens. Un glissement de calendrier serait-il un péché d'Israël? Monsieur Boubacar Sidire Diallo, il est le président du parti UMP et ancien député de la 9e législature. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Ça fait plaisir de vous recevoir dans ce studio. Partagez. Allez. Avec votre joli studio. Ah bon, ouais. Merci pour les compliments. Ouais. D'abord, avant de parler de cette transition, nous parlons de la situation qui prévaut, la situation du côté de Kaloum ce matin, des journalistes roués de coups, brutalisés, conduits manu militari dans un commissariat de la place. D'abord, vous, en tant qu'ancien député aujourd'hui, comment vous percevez cette conduite, la transition avec tout ce qui se passe dans le pays? Je parle des médias ou de la transition? Des deux. Ok, merci encore une fois. Ouais. Bon, vous savez, la première des choses, c'est de déplorer s'il y a eu des violences. Je crois que on ne peut jamais encourager la violence parce que dans un pays, il faut que les gens soient amenés à discuter et à partager une intelligence pour trouver des solutions pour le bien-être. Tout ce qu'on fait ici, c'est pour notre bien-être. Alors, si on n'est pas capable de s'écouter et de le faire, ce serait une erreur.
De l'autre côté, je plains aussi les médias parce que quelquefois, c'est le manque d'approche qui nous fait perdre la bataille. Mais ce n'est pas une guerre qui est perdue, c'est une bataille. Alors, quand vous perdez une bataille, reculez, préparez-vous, changez de méthode et puis avancez. Mais utilisez les instruments de la loi. Aujourd'hui, il y a un média qui se trouve coupé de ses fréquences d'émission. Enfin, un site restreint. C'est du non-droit. Personne n'a le droit de le faire si ce n'est que par une décision des autorités habilitées pour une cause qui enfreigne un principe ou une norme de la République. Mais si ça arrive, prenons la coutume d'aller, de poser des actes écrits, de faire des recours juridictionnels. Nous avons même un médiateur de la République. Il est fait pour ce genre de choses. Quel est le levier qu'on a activé pour voir le médiateur lui dire bon, voilà telle situation, on a besoin que tu te lèves avec ton bâton de pèlerin pour que ça soit rétabli. La République, moi je fais partie de l'équipe qui a institué le médiateur de la République pour la première fois en République de Guinée. Tout ça, c'était pour réduire les coûts d'une procédure judiciaire. On dira, j'ai pas les moyens de payer un avocat, j'ai pas ceci et cela. Mais le médiateur, c'est gratuit. Les gens n'utilisent jamais le médiateur. Donc, c'est devenu une institution presque mort-née parce que les Guinéens n'en ont pas besoin. Parce qu'ils ne veulent pas en avoir besoin. Pourtant, ils en ont besoin. Alors, de l'autre côté, il y a la justice. Il n'y a que 2 organes qui sont en droit et qui ont techniquement la capacité de restreindre les fréquences digitales ici en Guinée. C'est la GILAB et la RPT. Oui. Donc lorsque techniquement un site n'émet pas, vous êtes privé de connexion Internet, ça veut dire que c'est l'une de ces 2 structures qui a manipulé techniquement l'instrument. Alors c'est simple à défendre. Oui. C'est d'aller vers ces structures, leur apporter des écrits et la preuve comme quoi, de par leur manque de maintenance ou de par leur fait délibéré, nous trouvons privés. Alors c'est du non-droit. Si ces gens répondent, ok. S'ils ne répondent pas, maintenant vous partez devant le juge, vous dites ça. Mais si vous décidez de descendre dans la rue, c'est le dernier recours. La descente dans la rue pour faire tout ce spectacle aurait servi au fait qu'on a épuisé toutes les voies de recours et qu'on n'a pas été entendu. Maintenant, on descend. C'est ce que je dis à mes frères politiques. On n'a pas le droit de descendre dans la rue avant d'avoir épuisé les voies juridiques, judiciaires et les procédures administratives. Donc, je le dis aux journalistes également. Et un conseil, les médias, je fais partie aussi de l'équipe qui a institué la dépénalisation du délit de presse avec Doyen Souleymane Diallo qui s'est battu avec M. Tam et tant d'autres. Donc on a fait un lobbying. Mais battez-vous aussi à ne pas nous faire regretter cela. Parce que vous savez, les politiques, c'est une roue, hein, l'Assemblée, c'est comme... une roue infernale qui tourne. On y vient, on quitte et on revient. Ouais. Alors, la prochaine fois qu'on reviendra, c'est pour voir dans quelle mesure on va revoir ce droit-là. Parce qu'il confère beaucoup d'autres dérapages qui font qu'aujourd'hui, un journaliste, s'il t'en veut, il peut aller écrire, il te salit de nom et de renom, il touche à ta dignité, ta sensibilité, ta susceptibilité et tout, il essaie de détruire tout ce que tu as embelli depuis un bout de temps et il est derrière le manteau, on ne doit pas m'enfermer pour mon article. Et je ne dois pas livrer mes sources d'information. Oui, alors vous voyez un peu. Et donc pour vous c'est une protection du trop, il faut revoir interne. Non, en fait le problème, la protection elle est bonne. On l'a ressenti parce que les journalistes étaient en danger. Mais sauf que quand on leur a donné le manteau, c'est-à-dire ce bouclier-là, maintenant ils le portent pour cogner d'autres personnes. Donc ils deviennent des bourreaux pour d'autres. Alors il faudrait équilibrer ça. Qu'un journaliste n'ait pas le droit d'écrire n'importe quoi contre quelqu'un et dire on ne doit pas m'arrêter par rapport à mes opinions. J'ai l'impression que M. Diallo a été consulté par le CNRD parce que dans les couloirs, ça s'est dit qu'il faut complètement revoir
loi L002. Je l'ai dit avant le CNRD. Ah. Si vous vous souvenez, j'ai toujours dit ça, je l'ai dit dans les colonnes de vos confrères, j'ai dit ne nous faites pas regretter le fait de vous avoir accordé une si belle protection. Et j'ai toujours dit ici, là, depuis un certain temps, je dis que la démocratie, c'est l'outil des pays ordonnés. Et nous, on l'a dans des pays désorganisés. Alors, au lieu qu'elle ne confère le confort d'un bien-être, elle sème le chaos. Et ça, j'en ai tenu des conférences dans des universités ici et ailleurs. L'Europe a connu la démocratie au 5e siècle. Jusqu'au 20e siècle, il y avait des droits que les gens combattaient, des droits primaires et qui n'étaient pas acquis. Jusqu'au 20e siècle, en Belgique, les femmes n'avaient pas le droit de vote. C'est après que les droits ont évolué. Et quand elle s'est organisée dans la tyrannie et dans la barbarie jusqu'à obtenir l'ordre, ensuite maintenant elle est passée à la démocratie réelle. Et nous, on sort de la colonisation, on vient à la dictature et on est dans la démocratie imposée et donc il y a une anarchie totale. Si on dit que vous avez le droit de manifester, vous sortez dans la rue, vous barricadez la rue, tous ceux qui passent là-bas, vous caillassez, vous dites c'est mon droit constitutionnel. Si vous avez le droit de ne pas être poursuivi pour vos opinions et vos écrits, alors vous venez, vous dites tel fonctionnaire c'est un malhonnête, c'est un vendu, c'est un bandit à col blanc, il a détourné, il a fait ça et ça. Vous sortez des articles qui détruisent l'honneur d'un père de famille et d'une personnalité importante de la République. Derrière le manteau d'un droit qui devait vous conférer le confort de dire la vérité et sans heurter à la dignité de notre citoyen. Donc, vous voyez, c'est le désordre là qui fait que la démocratie a échoué en Afrique. Alors, réfléchissons sur comment on va l'humaniser, l'organiser pour que ce soit un instrument du bien-être. On n'a pas à combattre un État. On a à combattre des idées et des méthodes qui ne sont pas pour la République. Mais si un politique dit « je déverse les gens dans la rue », si le média dit « je dis tout ce que j'ai envie de dire », alors finalement, dans chaque secteur d'activité, ça devient quoi? De l'anarchie. Oui. Et là, est-ce qu'il ne faut pas revoir même le système des régimes politiques? Pas pour te couper la parole, il y a le syndicat de la presse qui est aussi arrêté, selon les informations. Le secrétaire général. Voilà, 12 journalistes sont arrêtés. 12 au total. Allez. Oui, il y a ta question. Je voudrais dire qu'est-ce que là, il ne faut pas complètement voir le système de gouvernance des régimes politiques. Quand on prend par exemple le système guinéen aujourd'hui, le président de la République, quelles que soient les institutions qu'on va essayer de mettre en place, comme on le dit, il est la clé de voûte de toutes les institutions, donc c'est lui qui dicte tout ce qu'il faut, quelle que soit la volonté de ceux qui animent ces institutions-là. Est-ce qu'il ne faut pas revoir, en tant que juriste que vous êtes, très averti de passage, est-ce qu'il ne faut pas revoir tout cela pour qu'on ait naturellement un système de régime politique qui peut essayer d'équilibrer tout cela? Oui, c'est bien. Moi, j'ai pensé, par exemple, à conseiller le CNT à créer un État fédéral en République de Guinée, avec des compétences qui vont être transférées au niveau de chaque État fédéral. On a 4 régions naturelles qui composent la Guinée, pas qui divisent la Guinée, mais qui composent la Guinée. Et chaque région doit être un État. Et au sein de cet État-là, il y a une plénitude de compétences qu'on va conférer aux autorités. Ça crée une légitimité et ça crée un sentiment de complémentarité pour briguer au niveau national. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut renforcer les pouvoirs du président de la République. Parce que la France avait un régime parlementaire. Et le laxisme s'est instauré, le bavardage s'est instauré. Et finalement, quand le général de Gaulle a fait son putsch, il est devenu président, il a trouvé que le bavardage dans un régime où le président est faible, ça conduit l'État à la faiblesse. Donc il a inventé le référendum. Et quand il a inventé, il dit au lieu de demander l'avis des représentants du peuple, moi je vais parler au peuple directement. Alors il a créé le référendum et le peuple lui a dit ce qu'il voulait. Et finalement, aujourd'hui, le régime français, il est hybride. Il est hyper présidentiel parce que le président de la République française, il est plus fort que tout le monde. Même quand il est en ballottage ou quand il est en cohabitation. Donc,
En Guinée, il ne s'agit pas d'affaiblir le président pour avoir les résultats que nous cherchons. Il doit être fort. Si le président guinéen n'est pas fort, l'anarchie va s'installer. Une force encadrée. Maintenant, le problème du Guinéen, c'est que dès l'instant qu'un chef est devant lui, il se coupe en deux. C'est au Guinéen d'avoir la dignité et la responsabilité de dire ce qui convient et de savoir que la République, c'est chacun de nous. Ouais. Quand le citoyen pense « Ah ouais, je suis petit, moi ma voix ne compte pas », alors c'est comme ça que les dictatures commencent. Parce que chacun va dire « Non, je ne suis pas intéressé », il quitte. Alors les quelques peu qui se disent intéressés, le dictateur peut avoir raison de leur gestion. Mais si tout le monde dit « Ça, c'est notre décision », tout le monde sort, le président, il est faible. Bien. Il n'y a aucun président qui est plus fort que le peuple. Sékou Touré était très fort. Mais quand les femmes se sont levées, du marché Mbalia à Sékou Touré, le président a changé toutes ses décisions. Ouais. Il a dit à bas la police économique et puis le problème était réglé. Parce que vous ne pouvez pas être plus fort que le peuple. Bien, parlons maintenant de la gestion de la transition. Avec les 6 000 milliards demandés pour dérouler les 10 étapes de la transition. Aujourd'hui, j'ai quand même lu un article dans lequel vous intervenez où vous dites qu'un glissement n'est pas un péché d'Israël. Oui, vous savez, le problème en Guinée, c'est qu'on ne pose pas les bonnes thématiques pour trouver les bonnes réponses. Le problème en Guinée, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on se réveille, il y a un slogan qui est lâché par un groupe fort et on le suit. Si demain on vous dit vous êtes un sorcier, croyez-moi, vous le devenez en République de Guinée parce que personne ne va vous écouter dire est-ce que c'est vrai ou faux. Et personne ne va poser la question de savoir en quoi votre sorcellerie est-elle, en est-elle une. On a dit sur vous, ça veut dire que c'est vrai. Vous comprenez? Oui. Ici, le problème, on ne s'écoute pas. Dès le départ, au plus haut niveau de l'État, les personnes n'ont plus le temps de s'écouter. Et la transition, c'est ce petit espace entre un ordre constitutionnel établi et un autre ordre constitutionnel établi. Donc c'est une situation d'exception. C'est une situation non prévue par les lois. Donc c'est une situation de fait. Alors, lorsque celui qui enfante cette situation en est le père, le géniteur, l'armée qui est venue prendre le pouvoir pendant ce temps et déclarer cette période-là, suspendre les institutions, même la Constitution, il en est le propriétaire de la direction de l'État pendant ce temps. Il est contribuable, justiciable, redevable devant le peuple et devant l'histoire. Eux, ils viennent, ils disent, nous voulons faire la refondation. La refondation, lorsqu'ils l'ont dit, tout le monde a applaudi. Oui, d'accord, on est de Conakry à Yomou. Toutes les couches socio-professionnelles du pays, la classe politique, les médias, tout le monde a applaudi, tout le monde a soutenu. N'est-ce pas? Oui. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est l'expression de la souveraineté populaire qui s'est dégagée. Quand tout le peuple dit j'accepte, c'est fini. C'est au-dessus même de la Constitution parce que qu'est-ce qui donne le pouvoir à la Constitution? C'est quand elle émane, elle est censée émaner des représentants du peuple. Je viens de vous dire comment le référendum a été inventé par le général de Gaulle. Il dit je ne parle pas aux représentants du peuple, je parle au peuple lui-même. Alors l'armée prend le pouvoir dans ce contexte. Personne ne les a mis au pas. Personne ne les a dit vous ne devriez pas prendre le pouvoir par la force. Mais on ne va pas vous combattre pendant que vous avez les destinées du pays. Mais nous devons parler clairement et poser les bases de ce pourquoi vous avez coupé un ordre constitutionnel établi. Personne ne l'a dit. Il y en a même qui ont dit c'est par notre combat qu'ils sont arrivés au pouvoir. Qui l'a dit? De la société civile et des politiques. Vous savez qui ils sont? Oui. Vous comprenez? On ne connaît Donc, pas. alors, ceux qui devaient être le contre-pouvoir de tout autre dirigeant qui n'abonde pas dans le bon sens de l'intérêt général. Mais tous ceux-ci se sont invités dans la victoire de la prise du pouvoir par le CNRD. Alors le président vient, il dit envoyez-moi des mémos pour nous dire comment on va gérer cette transition. Nous voulons faire la refondation. Mais au lieu que les gens n'amènent une contribution pour leur dire comment nous allons gérer le pays,
Chacun s'est tapé d'un chronogramme. Vous devez quitter en 12 mois, d'autres 8 mois, 18 mois, 24 mois, 30 mois, selon leur position et leurs obédiences. Donc l'armée a compris qu'elle est en face d'un milieu politique hostile à sa venue au pouvoir et qui est très pressé à récupérer les arènes du pouvoir. Donc la guerre des intérêts a commencé. Ils ont dit, ok, on va vous donner à vous occuper parce que la plupart d'entre vous, et qui se retrouvent être les plus radins en temps, sont justiciables de la situation actuelle du pays pour leur gestion antérieure. Donc fouillons les gestions. Ils ont créé la CRIEF. Quand ils ont créé la CRIEF, ils ont commencé à convoquer les gens. Ok, tous ceux qui se sont attribués les bâtiments de l'État, rendez-les. Un procès a commencé, exilés, arrêtés, et puis il y a la confusion. Tous ceux qui ont des problèmes avec des facturations et autres là, ça a commencé comme ça. Et donc aujourd'hui, ceux qui ne sont pas en exil sont en prison ou bien ils sont réduits au silence. Vous comprenez? Maintenant, dans cet engrenage-là, les gens vous parlent de délai. On a obligé l'armée à dire, ok, sous l'égide de la communauté internationale, on se retrouve, on va essayer de trouver un chronogramme juste. Ils ont dit, ok, ils ont décliné les 10 points de la refondation. La communauté internationale a dit, c'est bon. Donc, on va sur la base des 10 points. L'État dit, on est en train de poser les actes que nous, on a promis et c'est dans le temps. Mais tous les montants qui ont été promis par la communauté internationale, aucun rond n'a été encaissé jusqu'à date. Oui. Alors, s'il peut y avoir glissement, qui est le responsable? Et cette communauté internationale est venue à l'exigence des partis politiques qui avaient appelé à créer le cadre de dialogue. Et la plupart de ceux qui ont invité la communauté internationale dans ce débat ont boudé le cadre de dialogue. Parce que pour eux, c'était le médiateur qui allait venir et c'est lui qui allait diriger tout. Le colonel a dit non. C'est un problème guinéen. On peut appeler un observateur pour venir aider, mais ce n'est pas à lui de diriger. Et ça, c'est normal. Vous ne verrez jamais en France un problème se poser et qu'on appelle l'Allemagne pour venir ou bien l'Union européenne pour venir aider les Français à s'entendre entre eux. Mais nous, on a pris la coutume d'inviter tous les espions accrédités pour leur dire donc, venez nous aider ici à parler entre nous. Pour vous, s'il y a glissement, les autorités de la transition ne sont pas les seuls responsables. Absolument. D'abord, la communauté internationale qui a promis, qui n'a pas réalisé, est responsable. La classe politique qui avait exigé leur présence et qui a boudé le cadre de dialogue, donc ils ne sont pas là, elle est responsable. Et maintenant, peut-être le CNRD, oui, parce que eux aussi, il faut voir quelquefois, on ne peut pas être de bonne foi quand le travail qu'on doit affecter va écourter notre séjour pour la gestion. Parlant même de cette bonne foi, est-ce qu'il ne fallait pas même compresser un peu ces 10 étapes de la transition pour essayer de gagner en temps? Est-ce que cela ne dénote pas encore une fois cette volonté affichée dès au début d'aller au-delà de ces 24 mois? Bon, moi, d'abord, je ne suis pas pour à ce qu'on écourte ces points. Pourquoi? Si le président Mamadi n'a pris le pouvoir que pour organiser des élections, je vais porter plainte contre lui. Personnellement? Même pas. Mon institution et tous ceux qui vont accepter mon opinion, je vais faire passer une pétition pour porter plainte contre lui. Vous ne pouvez pas rompre un ordre constitutionnel établi qui ne souffre de rien et venir organiser des élections, dire c'est pour renouer avec l'ordre constitutionnel. Mais attendez, toutes les déperditions qui ont eu lieu, les désagréments et autres pendant ce temps, et dans même la forme de prise de pouvoir, comment vous allez justifier ça? Mais si vous faites la refondation et que vous créez une nouvelle orientation, un nouvel élan pour la République et que tous les Guinéens se retrouvent dedans, on va comprendre que ça a une portée historique. Quand le général de Gaulle a fait le forcing pour être président de la République, c'était choquant pour la République française, qui pensait être déjà à l'abri de ce genre de pratique. Mais lorsqu'il a fini de diriger la France, il fait partie des présidents aujourd'hui les plus éloquemment, éminemment et remarquablement, comment dirais-je, illustratifs de la fierté de la France. C'est ça. Quand on a brisé les chaînes de la loi, il faudrait que le motif soit supérieur au principe
qui ont été brisés. C'est-à-dire que ça satisfasse directement à l'intérêt de ceux pour lesquels la loi là a été établie. Parlant de la refondation, M. Diallo, parce que vous êtes juriste, premièrement d'abord, qu'est-ce que vous entendez par refondation vous personnellement? Et deuxièmement, aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas beaucoup plus un slogan qu'une priorité? Bon, moi j'aime juger les gens après. Quand on me sert un repas, c'est après avoir fini de manger que j'apprécie la cuisinière. Mais la refondation, ils nous ont dit on va reprendre le tout à zéro. Alors refonder, c'est reprendre le soubassement. C'est là où il y a l'incompréhension entre les politiques et le CNRD. Eux, ils disent refondation. Le mot se définit même grammaticalement par lui-même. Et les politiques ont dans leur tête transition. Et donc, c'est pourquoi vous voyez dans leur slogan transition mandat Mara. Ou bien transition, c'est tu ne dois pas faire des œuvres de développement, tu ne dois poser aucun acte de développement, tu dois juste renouer avec l'ordre constitutionnel. Ça veut dire qu'il y a deux acteurs majeurs qui se retrouvent pour gérer la même situation au même moment pour le même pays et les mêmes citoyens, mais qui n'ont pas la même lecture de la chose. Quand le politicien pense que la refondation, la transition, c'est juste renouer avec l'ordre constitutionnel, après ça vous quittez, mais tu renoues avec un ordre constitutionnel que tu as rompu. Alors pourquoi tu l'as rompu? Pourquoi ne pas laisser le professeur Alpha Condé terminer son mandat? Voilà le problème. La refondation, les gens refusent de comprendre l'esprit qui se dégage dans cette décision et cette responsabilité de prendre le pouvoir par l'armée. Oui. Mais pourtant, quand vous avez applaudi, vous avez dit c'est bon que l'armée ait pris le pouvoir. Ça veut dire que vous reconnaissez qu'ils avaient le devoir, il y en a qui ont dit c'était le devoir de l'armée de prendre le pouvoir. D'accord, mais les mêmes gens, 3 mois après, commencent à dire non, 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 la refondation a échoué, l'orientation a changé, comme si ils étaient ensemble les géniteurs de l'idée. Vous comprenez? Oui. Aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Les gens, ils ne s'écoutent pas. Alors, si vous me permettez. Oui, allez-y, avant la question. Il y a des acteurs politiques majeurs qui ne sont plus, vous l'avez rappelé ici, qui ne sont plus dans ce pays-là. Certains en exil pour des raisons politiques ou, disons, pour des raisons économiques ou financières. En tout cas, ils sont en exil. Comment vous analysez jusqu'au maintenant là, et de ce côté-là, les lignes ne bougent pas? Enfin, pour qu'on puisse naturellement se mettre autour de la table, pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que naturellement, il y a un blocus aujourd'hui qui fait que on n'a pas une lecture claire sur, disons, la conduite de la transition. Même ceux qui conduisent la transition. Oui, vous savez, l'erreur que le CNRD va commettre, c'est de continuer à ignorer toute la classe politique et de vouloir gérer le pays que par les militaires et une certaine partie de la société civile. C'est une grosse erreur. Parce qu'il n'y a pas que ces deux entités qui sont capables d'aider le colonel. Mais aussi longtemps que le colonel comprendra qu'il faut changer, aussi rapidement qu'il le comprendra, ça en vaut mieux pour lui. Aujourd'hui, il doit, lui, à son niveau, c'est ça son péché. Il doit le changer. Maintenant, le problème des politiques, c'est que chaque institution politique doit comprendre qu'elle doit s'affranchir de ses leaders. C'est-à-dire que le leader, la vie personnelle du leader ne doit pas impacter sur l'avenir de l'institution. Tous les partis politiques dont les leaders ont des problèmes avec la justice, que les leaders acceptent que ces partis continuent à intégrer le cadre de dialogue pour que le débat soit inclusif et qu'ils puissent faire prospérer leurs idées. C'est à l'intérieur du système qu'ils peuvent convaincre les gens à changer ce qui doit l'être. Vous comprenez? Oui. Mais si eux-mêmes, ils ne peuvent pas être là, ils empêchent leur formation politique d'être là, mais tout en mettant dans leur façon de comprendre et de se préparer à agir que tout ce qui a été fait sans eux, c'est contre eux, donc ils doivent combattre. Alors dans ce cas, vous devenez un instrument nocif pour la République parce que vous refusez de participer à un débat et vous attendez que les autres débattent et finissent, vous dites non, tout ce qui est fait ici, là, on n'est pas d'accord, donc il faut reprendre. Si on ne reprend pas, on vient à la casse. Alors on va détruire ce pays. Oui. Et ce n'est pas responsable. Donc de chaque côté,
chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Que les politiques essaient de laisser les institutions politiques fonctionner comme la loi l'exige. C'est des institutions, ce n'est pas des personnes physiques. Les personnes physiques en maille avec la justice, elles agissent conformément à leur protection, à leurs intérêts. Moi, je ne juge personne. S'ils estiment qu'ils ne sont pas en sécurité, ils peuvent aller où ils sont en sécurité. S'ils estiment qu'ils ne font pas confiance à la justice, parce qu'elle peut être politisée, ils peuvent être à l'abri de ça. Mais que leurs institutions politiques continuent le combat pour que les idées soient bénéfiques pour toute la République. Alors vous êtes juriste, si vous me permettez, et le président du CNT, en l'occurrence Dr Dansa Kourma, l'avait dit dans une de ses sorties que la première mouture devrait être présentée au mois de septembre passé. Nous sommes en octobre, jusqu'à maintenant, aucun Guinéen n'a connaissance de cette première mouture. Je vais parler de la Constitution. N'est-ce pas, cela laisse entrevoir disons, une volonté de retarder les choses. Vous y étiez en 2010 au niveau de CNT. Oui, bon, ça, j'ai pas vu la mouture, je sais pas, on m'a pas consulté, donc je peux rien dire. Mais quand on la verra, on va se prononcer. Nous, en 2010, en 1 mois, jour pour jour, on a travaillé 24 heures sur 24. On a sorti l'une des constitutions les mieux élaborées de l'Afrique. Et vous pouvez vérifier. La constitution de 2010, elle intégrait tous les facteurs pour que la République soit de long en large gérée et que tout soit dans le cadre des prévisions légales. Je vais dire, normalement, est-ce qu'on ne devrait pas avoir connaissance de la première mouture, normalement? Bon, vous savez, le travail d'une assemblée, il y a des procédures. Ils peuvent discuter le texte. Quand ils ont fini de discuter le texte, ils vont maintenant le rendre public. Mais si vous prenez les brouillons qui font l'objet de débats à l'Assemblée, vous les sortez aujourd'hui, ça va aller dans tous les médias, les gens vont se permettre de spéculer et puis ça peut prendre des dimensions que vous ne maîtrisez pas vous-même. Et finalement, un jour, ne soyez pas étonnés de retrouver 50 constitutions au nom de la République parce que les gens ont chippé les brouillons et puis chacun va aller mettre ça sous une forme plus ou moins finie et puis publier. En Guinée, c'est pourquoi quelquefois l'administration cache certains actes parce que dès que ça sort, c'est altéré. Aujourd'hui, on a la capacité de modifier par le biais du digital et de tout transformer. Donc, ça peut être aussi pour protéger le document et la République. Bien, Akila. Il ne faut pas voir le mal dans tout ce que les gens font. Donnez-leur un petit crédit au moins de bon. Mais ça ne communique pas. Vous savez, c'est comme quand l'hyène passe et que la chèvre disparaît. Il est toujours crédité de l'intention. Évidemment. Oui, Akila, t'inquiète. 2 ans déjà pour qu'on nous étale la gestion de la transition parce qu'on a vu la sortie de certains ministres du gouvernement, donc de Dr Bernard Gomou. En tant qu'acteur politique, que retenez-vous de la gestion de cette transition actuelle? Bon, moi je crois que la transition actuelle, elle est mitigée. Je ne la rends pas négative parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui m'exprime, c'est les populations. Tant que la population ne désavoue pas un système, ça veut dire qu'il donne des résultats. Ils ont nettoyé le fichier de la fonction publique. Ils ont nettoyé le fichier des effectifs des armées. Ils ont créé la CRIEF pour amener tout le monde dedans. Même s'il y a des erreurs judiciaires, il y a beaucoup de problèmes, ça je le reconnais. D'accord? Parce que vous avez vu le procès avec même le cas de Damaro. Il y a beaucoup de difficultés à justifier certaines choses. Je ne juge pas la justice, mais le fait d'avoir créé cette institution à laquelle eux aussi, les gestionnaires d'aujourd'hui vont répondre, c'est déjà laisser une œuvre utile à la République. Maintenant, les magistrats, qu'ils soient aujourd'hui bons ou qui laissent à désirer, ça viendra, on va parfaire le système. Bien. Vous comprenez? Ça, c'est des acquis. Ensuite, aujourd'hui, on est en train d'ouvrir des routes. Je vous assure, sur les bretelles qui sont parallèles à la route Le Prince, il y avait des routes qui ont été ouvertes là-bas. Moi, je me dis, c'est le paradis du moment pour ces populations-là. Il y en a qui ne pouvaient pas rentrer chez eux en saison des pluies. Pour rentrer, tu
tu sors de chez toi, tu vas dans la rue ou quelque part, tu te changes, et en rentrant aussi, tu te déshabilles, tu mets des bottes ou bien tu mets des tapettes pour rentrer chez toi. Aujourd'hui, la voiture peut aller jusque chez eux. En fait, on ne peut pas dire que tout est rien. C'est comme la gestion du professeur Alpha Condé. Les gens vous disaient ailleurs, non, il n'a rien fait, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. On cite ce qui n'existe pas, mais on ne cite jamais ce qui existe. Or, dans la gouvernance, il faut montrer ce qui existe et son impact. Bien. Il a donné l'énergie. L'énergie aujourd'hui, c'est sur la base de cette énergie que beaucoup font des recettes de millions et de milliards. Donc ça veut dire qu'il a travaillé. Il a triplé la production et l'exportation de la bauxite. C'est ce qui finance aujourd'hui la plus grande part des caisses de l'État. Vous comprenez? Même si le CNT il a créé, l'ARPT a été créé par qui? C'est la troisième source de recettes de l'État. Et on me dit que lui n'a rien fait. Alors, si déjà, et lui l'a fait 10 ans, et si déjà l'armée qui est en train de faire les voiries, le développement de l'Afrique, c'est les infrastructures routières. Celui qui en fait son cheval de bataille, il gagne la bataille du sous-développement. Mais on ne comprend pas. En Europe, si vous arrêtez le fret maritime et les chemins de fer, toutes les économies du monde vont tomber. Et on manque de chemin de fer et de fret maritime. Alors, pourquoi les gens... On parle de développement. En fait, le problème en Guinée, même ceux qui prétendent demain diriger la Guinée pour enlever la pauvreté ne vont pas dans le sens des réflexions pour nous rendre... pour nous débarrasser de la pauvreté. Vous voyez des leaders politiques, ils vous parlent que de comment dégager le dirigeant. Pas comment enlever votre souffrance. Mais on va dans où là? Bien. Donc pour vous, ces gens-là ne nécessitent pas, ou tout au moins ne sont pas une alternative crédible, ou ne représentent pas une alternance crédible, c'est ça? Mais quand vous me dites, lâche ce que tu as, je te donne ce que j'ai, j'évalue ce que tu as. Vous comprenez? Si ce que tu as, je ne l'envie pas, je ne lâche pas ce que j'ai. C'est pourquoi à l'UMP, on dit, la date ne nous importe pas. Ce n'est pas la date de la transition, le temps qui est important pour nous. Nous, ce que nous disons à la population, c'est qu'il faut surveiller cette armée parce qu'elle n'est pas spécialisée en gestion des pouvoirs politiques. Mais elle a montré son habileté à poser des actes matériels qui sont très directs. Bien. Quand les armées dirigent, les choses vont plus vite. Alors, il faut la surveiller. Tant qu'elle pose des choses utiles, pour nous, c'est bon. Bien, puisque vous parlez du comportement et de la gestion de l'armée, plusieurs observateurs alertent sur les dettes économiques que le CNRD peuvent laisser à la Guinée. Aujourd'hui, est-ce que vous partagez cet avis? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tout cela, pour éviter que la Guinée soit sous le poids des dettes? Mais l'Amérique est le pays le plus endetté de la planète. C'est la première puissance économique au monde. Ce n'est pas l'endettement qu'il faut éviter. C'est l'utilisation de l'endettement qu'il faut vérifier. C'est pourquoi je dis, lorsque nous les politiques, on laisse les militaires seuls gérer, quand il y a un problème, on dira à ceux qui pouvaient aider à amoindrir les dégâts, sont partis, ils ont renoncé. Donc c'est comme si on a trahi la République. Et quand tu dis, venez, on va rester auprès de cette armée pour mettre la pression et discuter avec elle, l'obliger à accepter qu'on soit là et qu'on gère ce temps avec elle, on dit, vous cherchez des postes. Mais si tu ne cherches pas un poste, comment tu vas gérer la République? Si on abandonne toute la République dans les mains des militaires, qu'ils augmentent le surendettement, qu'ils font monter l'inflation, qu'ils détruisent l'économie avant de partir, demain on dira quoi à nos enfants? Oui, parce qu'on a vu que l'armée faisait ça, nous on s'est retirés pour ne pas se mêler, mais il y a des enfants aujourd'hui qui vont dire, mais pourquoi vous avez renoncé à vos responsabilités? Mais admettons que cette gente-là ne veut pas sentir un certain nombre de cartes, c'est aussi ça la vérité. Il y en a, je suis témoin, il y en a certains qui ont manifesté publiquement, je vais en citer un ou deux. Quand vous prenez par exemple Dr Ségourassi Condé, une grande agilité intellectuelle, il avait dit ici qu'il est ouvert à toute collaboration, mais jamais il n'a été accepté. Donc il faut que cela soit signalé. C'est des gens qui ne veulent sentir personne et ce qui dénote encore une fois cette gestion en 4 minutes. Soit dit en passant, au niveau de la conférence de coalition des acteurs politiques et des fêtières de la société civile,
dont vous êtes membre, si je ne me trompe pas. Oui, je suis membre de l'APAV, de l'Alliance APAV. De l'Alliance. Ouais. Il y avait un courrier qui date de plus de mois, qui a été adressé au président de la République, dans lequel courrier, on faisait mention de ce manque de visibilité, de la lecture de la conduite de la transition. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu un retour de ce courrier-là. Ouais. Où en sommes-nous au niveau de la coalition? Ben, je saurais vous dire exactement, parce qu'il y a ceux qui nous représentent et qui suivent ce dossier, mais exactement, je viens de le dire, hein, parmi les faiblesses du CNRD, il y a le fait qu'ils mettent tous les politiques à côté et qu'ils ne gèrent qu'avec une partie de la société civile. Alors c'est ce qui n'est pas convenable, et c'est pourquoi d'ailleurs les partis, même qui ont participé au cadre de dialogue, ont fait observer qu'il y a un certain nombre de faits dont ils n'ont pas une bonne lecture et qu'ils demandent. Et c'est comme ça qu'il faut faire dans une république. Quand vous ne comprenez pas une chose, il faut dire « j'ai pas compris ». Et il faut amener les gens à vous faire comprendre et les amener à avoir la pédagogie d'accepter de changer avec vous. Mais si chacun veut donner des coups à l'autre, finalement, on rentre dans un cycle de violence. Et dans la violence, rien. Regardez Gaza aujourd'hui. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut régler les problèmes du monde? Alors que le problème palestinien, l'humanité entière en est responsable. Tout le monde connaît la vérité. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Mais les gens, chacun prend une position. Quand vous prenez une position, vous ne pouvez plus régler. C'est le problème le plus facile à régler sur la planète. Mais aujourd'hui, il y a des millions de gens qui meurent chaque instant parce que simplement, personne ne veut dire la vérité. Bien. L'autre question, comme je le disais, vous estimez, hein, parce que là je parle d'estimation par rapport à votre développement, que les politiques ne doivent pas laisser ces militaires diriger seuls, parce qu'après les conséquences c'est pour toute la Guinée. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les transitions en Afrique sont les conséquences de l'échec de l'élite? Les transitions ne sont pas les conséquences seulement de l'échec de l'élite, mais aussi l'insouciance aussi des citoyens. Vous voyez, quel que soit le dirigeant, les gens applaudissent pour lui. Et quand il y a les élections, en tout cas particulièrement en Guinée et dans beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne, les citoyens votants ne cherchent pas à savoir qu'est-ce que vous apportez pour le développement du pays. Mais est-ce que je t'aime? Est-ce que je suis avec toi? Pour une raison soit communautaire ou religieuse, ou je ne sais pas, ethnique, mais c'est ça la vérité. Alors, lorsque le choix est basé sur un esprit tronqué, le résultat ne peut pas être bon, sauf par accident. Le miracle, il existe. Aujourd'hui, les citoyens pêchent par leur irresponsabilité à désigner un responsable capable de changer leur vie. Ils suivent leur instinct, leur volonté. Ça, c'est la part des citoyens votants. La part des leaders politiques, ils ne se battent que pour avoir le pouvoir. Le pouvoir, c'est un instrument de travail. C'est comme une daba. Quand vous vous battez pour avoir la charrue, vous avez la charrue, vous partez chez vous, vous la garez, vous rentrez, vous dormez. Mais vous allez mourir affamé. Alors, on en fait du pouvoir une destination finale. Alors, quand on l'a, on ne fera que colmater les brèches et on devient un sapeur-pompier politique. C'est-à-dire, on dit, ah, le secteur, les syndicats crient là-bas, tu les appelles, vous discutez, vous faites un arrangement. Ah, les femmes crient là-bas, tu les appelles, tu les anesthésies. Alors, tu pompes comme ça et tu deviens un sapeur-pompier. Parce que tu n'as aucune projection du futur, tu n'as rien. J'ai dit à un ministre ici, moi, je suis consultant, j'ai conçu un projet qui n'existe pas en Afrique subsaharienne, mais qui existe en Europe. Moi, je suis ami à un ministre européen de la mobilité, c'est-à-dire l'équivalent des transports ici. Je crée un concept qui existe là-bas. Je suis très content. Je l'ai implémenté au Cameroun, je l'ai présenté au Mali, au Togo. Je viens en Guinée, je dis au ministre, vous venez faire la refondation. Vous avez besoin de cet outil pour refonder ce secteur-là. Je dis donc, on ne demande rien à l'État. L'État ne paye absolument rien. Et plus de la moitié des revenus doit venir à l'État. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Non. Que non, bon, ça, ton instrument, on n'a pas besoin. Et ils vont aller dire ailleurs que ce que nous, on a proposé, que ça n'existe pas en Guinée, c'est trop développé pour la Guinée, donc ce n'est pas la peine de le faire.
Ça vous inspire quoi? Ça vous inspire quoi? Mais ça? ils ne sont pas dans l'esprit du président. Et donc? Le président est dans la refondation. Il a une partie de son gouvernement qui est dans la rétroaction. Alors, comment on va se développer avec ça? Et donc, la responsabilité... Maintenant, Monsieur Diallo, moi je situe les responsabilités. Je les situe au niveau des citoyens. Je les situe au niveau des politiques qui cherchent le pouvoir pour ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut en faire. Je le situe au niveau des dirigeants. Aujourd'hui, vous mettez un gouvernement. Un ministre d'habitat doit régler les problèmes d'habitat. Tout ce qui concerne l'habitat. Tu ne le règles pas, on te remercie. Un ministre de l'hygiène publique et de la santé, il faut que le pays ait une hygiène publique et une santé avec des capacités de réaction contre toutes les épidémies et autres. Tu ne peux pas le faire, on te remercie. Un ministre de la sécurité, il faut qu'il y ait la sécurité maximum dans les villes et dans le pays. Tu ne peux pas faire ça, on te remercie. Donc dans chaque secteur d'activité, le titre même du ministère en dit sur les attentes de la population. Oui. Maintenant, si le président veut avoir des gens qui l'encensent, ah oui, tu es le président, tu es le fondateur, tu es le plus beau, tu es génial, tu es formidable, mais ils vont te bercer avec ça. Après, ils vont pourrir ton pouvoir. Un jour, le peuple qui t'a applaudi, il va te lapider. Au regard d'un certain nombre de comportements, d'un certain nombre de pratiques ces derniers temps, ce qui laisse entendre beaucoup d'observateurs, l'appétit présidentiel qui nourrit le président de la transition, de son passage à la 78e Assemblée Générale de l'ONU, en passant par la fête de l'indépendance, il n'a pas mentionné, disons, c'est pourquoi il est aujourd'hui à la tête de la Guinée, c'est-à-dire l'organisation, puisqu'une transition aboutit à cela, à ce qui laisse entrevoir une volonté de s'éterniser au pouvoir. Est-ce que vous partagez cette idée? Non, non. On a giflé Emmanuel Macron en France. Est-ce qu'il est parti aux Nations Unies pour dire « moi j'ai été giflé dans mon pays » Est-ce qu'il a été parlé des gilets jaunes là-bas qui ont anéanti l'économie française en un an de manifestation? Est-ce que l'Allemagne est partie dire on a échappé à un coup d'État en février 2023? Est-ce que chaque pays a ses problèmes internes? Pourquoi les Guinéens veulent que la Guinée aille exposer ses culottes ailleurs? On ne peut pas rentrer dans ça. Mais au finish, il s'est attaqué quand même à l'ancien régime. Non, mais... C'était pas aussi prévu. Il avait estimé, voilà. C'est pourquoi il avait pris le pouvoir aussi. Il a pris ce pouvoir. Il ne peut pas aller aux Nations Unies après avoir pris le pouvoir par la force, donc une méthode qui n'est pas prévue par les lois de son pays, sans dire pourquoi il est venu, comment il est venu. Mais il a expliqué une chose importante qui devait retenir l'attention des gens. Il a expliqué d'abord c'est quoi les coups d'État militaires. C'est eux qui prennent la responsabilité de venir déloger des chefs d'État lorsqu'il y a eu coup d'État constitutionnel. Et il a expliqué c'est quoi le coup d'État constitutionnel. Et il a dit ce sont ces putschistes qui sont les plus nombreux. Mais quand eux ils agissent, nous on vient rétablir l'ordre par notre méthode. Ensuite il a dit les gens, comment on appelle ça, il a dit que les gens nous ont savamment inculqué, obligés d'aller à la démocratie occidentale. Depuis 1996, il dit ça n'a pas pris. Vous partagez cette idée? Substantiellement. Je pense même qu'il a puisé dans mon esprit. Il s'est référé certainement de ce que je disais depuis, avant même qu'il ne prenne le pouvoir. J'ai toujours dit ça. Parce que le problème de l'Africain, c'est cette plagiat bête que nous faisons, surtout en Guinée. C'est-à-dire qu'on a calqué les lois européennes textuellement. Et aujourd'hui, le risque de ça, c'est quoi? Aujourd'hui, les Européens commencent à devenir très pédophiles. Très, je m'excuse du terme, hein, les législations soutiennent beaucoup plus des choses de mœurs que les Africains, que notre coutume, nos cultures et nos valeurs et nos religions, nos croyances n'acceptent pas. Vous avez vu l'homosexualité. Aujourd'hui, ça fait l'objet de toute une législation en Europe. Au point que maintenant l'Occident oblige les pays africains de mettre des lois propres aux homosexuels pour bénéficier de certaines aides.
Vous avez vu le problème avec le Kenya et les États-Unis. Ils voulaient les obliger à prendre des lois pour les homosexuels et quand ils ont refusé, ils ont bloqué l'Ouganda aussi. L'Ouganda aussi. Et la Guinée, le Sénégal aussi. Hein? Le président américain était venu là-bas pour dire Macky Sall n'a pas voulu ça. Et en Guinée ici, ce que je crains, c'est que le Guinéen est trop facile. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent ici nous berner et qu'on mette ça dans nos lois. Mais le politicien ou le législateur qui prendra la responsabilité de mettre ça dans une loi, je crois que lui, il paiera le plus fort. Donc, voilà le problème de chez nous. Bien. Monsieur le Président, cette dernière question, puisqu'on est talonné par le temps, c'est l'actualité du côté du Sénégal. Ousmane Sonko qui risque de revenir dans la course à la présidentielle. En tant qu'acteur politique, quel est votre regard? Ce n'est pas un risque alors. Il aura l'opportunité de revenir. C'est très bien. C'est très bien. Ousmane Sonko, il est de la nouvelle génération. Et donc, je crois que si les Sénégalais veulent qu'il vienne, c'est tout à fait normal. Et il a tout mon soutien. Bien. En quelques mots, Cellou Dalein Diallo, Alpha Condé, en quelques mots, qu'est-ce que vous pensez d'eux? Je pense qu'Alpha Condé a été un bon président. Il a eu une vision, mais il a raté avec le choix des hommes qui pouvaient l'aider à finir sa vision. Mais il s'est démerdé à son corps défendant, à régler le problème de l'électricité, à gérer le problème minier et à projeter l'économie de développement au niveau de la base. Il n'a pas eu tout à fait les équipes qui pouvaient l'aider à conduire à terme. Et aussi les égos politiques se sont invités dans la gestion de son magistère et qui ont fait que l'effet politique a dominé sur les résultats. S'il avait été plus sage politiquement et il avait été moins belliqueux vis-à-vis de ses adversaires, il aurait eu des résultats extraordinaires. Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo, c'est un grand frère à moi que j'aime très bien et qui est un grand leader politique. Et donc, je crois que voilà, c'est ce que je peux vous dire. Même si on n'a pas les mêmes visions politiques, politiquement, on ne s'entend pas, on n'a pas les mêmes façons de comprendre, mais c'est quelqu'un pour lequel j'ai une admiration particulière et un très grand respect. Bien, Monsieur Boubacar Sidiki Diallo, il est le président de l'UMP, juriste, ancien député à l'Assemblée nationale. Merci d'être passé dans cette émission Le Scanner. Merci à vous, alors merci de m'avoir scanné. Allez, c'est ce qui est bien fait déjà. Akil Ali Badara, merci. Merci à tous les auditeurs. Merci Diallo. C'est un plaisir. Merci à l'équipe technique du jour. Notre alerte. La presse est le quatrième pouvoir. Faites attention à vos faits et gestes. Libérez les confrères, libérez les reporters. Ils étaient sur le terrain pour couvrir une activité, pas pour manifester. Il faut faire la part des choses. Merci à l'équipe technique du jour, conduite par Omar Diallo, Idiba. À la radio, nous a accompagné l'homme de nuit, Kandé Sanko, Mamadou Diallo. À la télé, Assanso, Robert Kourouma qui était derrière la console, Vabako Ivogi, Melika Sitaoteik et Salif Bangoura, infographie, Traoré Ibrahim. À la production, Alpha Taïboussila nous a accompagné et notre réalisateur, l'infatigable, Michel Ouamounou. On se reprend demain pour d'autres actualités. D'ici là, restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, le média du développement.